À Tunis, exécution du numéro 2 de l'OLP à Boujihad. Les Palestiniens accusent Israël, conséquence une journée de manifestation meurtrière dans les territoires occupés. À Alger, les pirates de l'air lancent un ultimatum, libération des prisonniers ou massacre des passagers. Toutes les négociations ont apparemment pour l'instant échoué. Après son échec de la prise de contrôle de la Société Générale de Belgique, que va faire le financier et industriel italien Carlo De Benedetti? Réponse dans ce journal en direct de Turin. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, monsieur, bonsoir. Alger, Tunis, Jérusalem, 3 capitales témoins de la violence des hommes aujourd'hui. À Alger, les terroristes du Boeing koweïtien lancent un nouvel ultimatum. À Tunis, le numéro 2 de l'OLP exécuté par un commando. Pour les Palestiniens, tout accuse des services secrets israéliens. Conséquence, dans les territoires occupés par Israël, vive réaction de la population, des manifestations qui se soldent ce soir par un premier bilan d'une douzaine de morts. Reprenons maintenant les événements par ordre chronologique. À Tunis, la nuit dernière, exécution par un commando d'Abu Jihad qui avait au sommet la responsabilité de l'action palestinienne dans les territoires occupés par Israël. Jacques Merlino. C'est dans cette maison de Sidi Bou Saïd, à une vingtaine de kilomètres de Tunis, qu'Abu Jihad, de son vrai nom Khalil El Wazir, a cette nuit été assassiné. 2 heures du matin, un commando de 8 hommes, dont une femme, pénètre dans la villa après avoir abattu le chauffeur, puis 2 gardes du corps. Abu Jihad était à ce moment-là dans son bureau. Il sera battu de plusieurs rafales de mitraillettes sans avoir le temps d'utiliser son arme personnelle. L'épouse d'Abu Jihad et ses 2 enfants n'ont pas été blessés. Le commando a pu prendre la fuite sans être intercepté. Aux côtés de Yasser Arafat, dont il était d'ailleurs un ami d'enfance, Abu Jihad était l'un des leaders historiques de l'Organisation de libération de la Palestine. Il était chef de la principale composante militaire de l'OLP. Patricia Coste. Abu Jihad, le plus discret, le plus aimé des chefs historiques palestiniens. Et le moins contesté, il était considéré comme l'héritier probable de Yasser Arafat. Sa première action signe déjà le personnage. Cela se passe à Gaza, il est très jeune, 19 ans, déjà pragmatique, il constitue sa propre organisation, efficace, il lance le raid le plus important de l'époque en territoire israélien. Ce n'est que 10 ans plus tard qu'il fondera avec Arafat le Fatah, la principale branche de la centrale palestinienne. À côté d'Arafat le politique, Abu Jihad s'occupera de l'organisation militaire. C'est lui qui fera parvenir les premières armes de Chine, d'Algérie, puis du Nord-Vietnam à l'organisation. Mais c'est au Liban que son rôle sera le plus apparent. C'est lui qui mène la bataille contre les Syriens, puis qui organise la résistance palestinienne à partir du sud Liban contre Israël. Abu Jihad, le rassembleur, c'est un aspect moins connu de l'homme. C'est lui qui, au dernier Conseil national palestinien, avait préparé le terrain pour la réunification des 8 organisations de l'OLP. Mais le piège, depuis 2 ans, se refermait lentement sur le commandant en chef adjoint du Fatah. Les derniers attentats à Athènes, Rome ou Chypre visaient ces hommes. Il faut dire que depuis 2 ans, après l'échec du Liban, Abu Jihad préparait la révolution des pierres qui a éclaté il y a 5 mois dans les territoires occupés par Israël. Cet assassinat est un geste d'impuissance des Israéliens, a commenté Arafat. Mais la conclusion revient au père d'Abu Jihad, 90 ans, qui a déclaré aujourd'hui qu'il savait que son fils mourrait comme cela. La seule chose qu'il demande, c'est qu'on lui rende sa dépouille. Question donc ce soir, qui a tué, qui a exécuté Abu Jihad? Mutisme complet à Jérusalem, alors que pour l'OLP, il n'y a pas de doute. Ce sont les services secrets israéliens qui sont les auteurs de cette exécution, qui intervient, il faut le dire, quelques semaines après une prise d'otage dans un autobus en Israël. Les Israéliens qui avaient, on vous l'a dit, toutes les raisons d'en vouloir à la vie d'Abu Jihad, responsable entre autres de l'action palestinienne dans les territoires occupés. Le point de vue sur ce thème de M. Ibrahim Souss, représentant de l'OLP à Paris, interrogé par Jacques Merlino. Abu Jihad était le chef palestinien qui s'occupait des territoires occupés. Vous savez qu'il y a un soulèvement, à l'heure où je vous parle, il y a déjà 11 morts aujourd'hui. Il était déjà menacé à plusieurs reprises et juste la semaine dernière, un certain Yigal Pressler, qui est un conseiller de Shamir, a déclaré à l'université Ben Gurion à Beersheba, le 10 avril, si ma mémoire est bonne, qu'il fallait qu'Israël passe à l'action et assassine les leaders palestiniens.
Pour l'histoire, Yigal Pressler avait participé et été blessé lors de l'opération menée contre 3 des responsables palestiniens de l'OLP en avril 1973. C'est une preuve qui vous suffit. Vous savez, je pose toujours la question à qui profite le crime. Le crime ne profite dans ce cas-là qu'à Israël. Mais ensuite, il faut voir la façon primitive et cynique dans laquelle certains responsables israéliens, comme l'ambassadeur d'ici, a nié ça pour savoir que c'est Israël derrière. Ensuite, c'est signé. La façon et la technique avec laquelle ça a été accompli, c'est exactement la même technique qui a été faite lors de l'assassinat des 3 dirigeants de l'OLP à Beyrouth. Voilà, je le répète, il s'agit là du point de vue de l'organisation palestinienne, l'OLP, par son représentant à Paris, M. Ibrahim Sous. L'exécution de la nuit dernière a eu pour première conséquence directe une reprise très violente de l'agitation dans les territoires occupés par Israël, aujourd'hui avec un premier bilan ce soir qui s'établit entre 10 et 13 morts chez les manifestants. Charles Anderlin. Ici, à El Biré, au nord de Jérusalem, comme dans des dizaines de localités palestiniennes, les jeunes sont descendus dans la rue dès l'annonce de la mort d'Abu Djihad. Les accrochages avec l'armée sont extrêmement violents. En Cisjordanie, les sources palestiniennes parlent de 7 morts parmi les manifestants. Cette femme tente de s'opposer à l'arrestation de son fils. 5 camps de réfugiés sont sous couvre-feu, ce qui n'a pas empêché ces affrontements à Djelazoun, près de Ramallah. Partout, des drapeaux noirs flottent sur les maisons en signe de deuil. À Naplouse, des milliers de personnes ont participé aux obsèques symboliques d'Abu Djihad, l'homme qui représentait la lutte armée contre Israël. Il y aura de plus en plus de tensions lorsque l'on tue les leaders d'un peuple, tout peut arriver. Nous continuerons le combat contre Israël pour la création d'un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza. Un nuage noir flottait aujourd'hui sur la bande de Gaza, la fumée des pneus incendiés. À Djebalia, le plus grand camp de réfugiés, les Palestiniens ont également organisé les funérailles symboliques d'Abu Djihad. Dans cette région où 5 camps de réfugiés sont sous couvre-feu, les affrontements avec l'armée ont été parmi les plus durs depuis le début du soulèvement. Il y aurait 6 morts et des dizaines de blessés palestiniens. L'armée se prépare à affronter demain de nouvelles manifestations violentes. Voilà pour les faits, le moment est venu du commentaire. Pierre Serra, c'est un événement important avec des conséquences possibles. Vous connaissez bien Abu Djihad, Pierre? Oui, écoutez, je l'avais rencontré plusieurs fois, notamment en 1983 à Tripoli, au Liban, au moment où des luttes fratricides entre Palestiniens. Il était évidemment du côté de l'OLP contre les Syriens. C'est un homme de terrain. Je crois que c'est un homme qui, un jour, il m'avait dit, oui, ceux qui sont les représentants de l'OLP à Tunis et ailleurs, ils ne savent pas ce qui se passe. La révolution, c'est sur le terrain ici qu'elle se fait. Il le prouvait aujourd'hui, puisqu'il dirigeait à partir de Tunis et à partir de son état-major les actions de la révolution des pierres, comme on les appelle. Pierre. Alors ça, c'est une chose. Ce qui est important, c'est que, et ce qui est grave probablement pour l'OLP, c'est qu'ils ne savent pas comment ils vont le remplacer. Parce que dans ces organisations, le secret, vous savez, est absolument nécessaire. Et tous les contacts, et surtout toutes les filières qu'ils pouvaient avoir pour aller donner des instructions, faire passer des messages, voire de l'argent dans les territoires occupés, ils étaient probablement le seul à les connaître. Donc le coup qui a été frappé est un coup très dur. Alors Pierre, il n'y a pas de rapport direct entre cet événement et l'affaire du détournement du Boeing koweïtien à Alger, mais il peut y avoir des conséquences d'une affaire sur l'autre. Écoutez, oui, il n'y a pas de rapport direct, effectivement, les Palestiniens ne sont pas en cause dans l'affaire de l'avion. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, quand il se passe quelque chose, un événement de cette importance au Proche-Orient, chacune des parties, chacune des organisations imbriquées dans cette querelle sans fin, dans cette guerre terrible, eh bien, tire conséquence de ce qui se passe. Et donc, en ce qui concerne l'avion, malheureusement, je crois qu'on peut dire que cet événement, la mort d'Abu Djihad aujourd'hui, va leur donner des raisons, si tant est qu'ils en avaient besoin, eh bien, de durcir leur position une fois de plus. Merci Pierre. À Alger, justement, s'achève le 12e jour de la prise d'otage du Boeing koweïtien, un samedi marqué par un nouvel ultimatum lancé par les terroristes qui menacent de commettre un massacre, ils l'ont dit, si on ne leur donne pas satisfaction, c'est-à-dire la libération des 17 prisonniers détenus au Koweït. Déclaration faite directement à 3 journalistes à qui les pirates de l'air avaient demandé de monter à bord de l'appareil, ce qui tente à prouver que la négociation tentée par l'Algérie n'a pas donné les résultats escomptés. Les terroristes demandant par ailleurs à repartir d'Alger. Gilles Rabi. Il y avait un homme en cagoule caché derrière la porte qui répétait ce que disait un pirate qu'on ne voyait pas. Derrière lui, un 3e pirate également masqué avec une grenade à la main. Ils ont
commencer par une déclaration. Le plus important dans cette déclaration est nous sommes déterminés à obtenir la libération de nos 17 frères. Après l'intransigeance koweïtienne, nous demandons à nos frères algériens d'approvisionner l'avion en kérosène pour pouvoir décoller, car nous réglerons nos comptes avec le Koweït ailleurs. Nous ne voulons pas que le massacre se passe ici dans l'Algérie amie, qui nous a accueillis et a tenté de régler la question. Cette jeune femme timide est l'une des 3 journalistes convoqués par les pirates pour relancer spectaculairement leur menace quotidienne de massacre. Une mise en scène invraisemblable qui témoigne de la gravité de l'impasse dans laquelle se trouvent aujourd'hui les négociations. Une impasse si totale que les pirates eux-mêmes ne voient plus d'autre solution que de quitter l'aérodrome d'Alger pour aller ailleurs, je cite, régler leurs comptes avec les Koweïtiens. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir de ces événements dramatiques. Le feuilleton maintenant de la prise de contrôle de la Société Générale de Belgique par l'industriel et financier italien Carlo De Benedetti s'est soldé, vous le savez, à la fin de cette semaine, par son échec, provisoire peut-être, face à la compagnie financière de Suez. Carlo De Benedetti avait pourtant près de 48% du capital, et bien il n'a pas réussi à faire élire un seul représentant au conseil d'administration. Elisabeth Esley. Carlo De Benedetti a perdu la dernière manche dans la bataille pour la Société Générale de Belgique. C'est la sanction de l'Assemblée extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue il y a 2 jours. Le vainqueur, c'est l'alliance franco-belge menée par le groupe Suez. De Benedetti n'a obtenu aucun siège au conseil d'administration malgré les 7 milliards qu'il a investis dans l'affaire. Il n'a totalisé que 47,5% des suffrages contre 50,5% pour Suez. C'est un empire gigantesque qui vient d'échapper à Carlo De Benedetti. 30% de l'économie belge, une participation dans 1250 entreprises, bref le premier holding du pays. Aujourd'hui, les négociations entre les 2 groupes rivaux semblent dans l'impasse, mais bien que minoritaire, le condottiere continue à revendiquer la direction du comité exécutif de la SGB, une exigence que Suez ne veut pas satisfaire. Avec nous en direct de Turin, Monsieur Carlo De Benedetti. Monsieur De Benedetti, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce samedi soir, finalement, avec près de 48% du capital de la Société Générale de Belgique, 48% qui vous ont coûté, si j'ai bien noté, près de 7 milliards de francs, vous n'êtes pas représenté au conseil d'administration. Alors, qu'allez-vous faire? Avant tout, je voudrais dire, je ne suis pas d'accord avec la définition d'échec. Je crois que c'est un échec du bon sens, pas un échec de moi. Deuxièmement, c'est nous qui avons convoqué une assemblée en sachant exactement qu'on était minoritaire. On a déclaré qu'on avait 47,5% et c'est ce qu'on a eu en assemblée. Et on le savait très bien et pour nous, l'assemblée, c'était une occasion pour un accord. Évidemment, le bon sens n'a pas prévalu. On a refusé d'avoir des représentants au Conseil parce qu'on nous a offert d'en avoir 9 contre 11 du côté de Suez, mais ça pour nous c'était acceptable, la minorité au Conseil, mais je crois qu'il fallait, pour notre compte, il fallait avoir un rôle d'entrepreneur dans cette société. Alors c'est pas exact ce que je viens d'écouter à... Alors, ça n'est pas un échec, mais ça n'est pas une réussite tout de même. Non, je dis pas Bien, ça. alors qu'allez-vous faire, c'est pas une réussite pour personne. Je vais rien faire, sauf que je pense que je vais travailler pour un accord, comme j'ai cherché de travailler depuis un mois. Je suis d'accord que c'est un échec pour tous, parce qu'on n'a pas rejoint un accord, on n'a pas abouti à un accord. Monsieur De Benedetti, vous allez entreprendre des négociations avec la compagnie financière de Suez, parce qu'on n'a pas très bien compris dans cette affaire. Ce sont vos partenaires, vous êtes dans l'affaire de Suez. Ça, il faudrait le demander à Suez, parce que c'est franchement, l'idée de la Société Générale de Belgique est une idée que j'ai eue moi. J'ai déclaré, moi, que j'avais 18,6%. J'ai jamais voulu obtenir la majorité, j'ai jamais demandé le contrôle. J'ai fait une OPA pour un 15% additionnel. Et puis la compagnie financière de Suez est arrivée sans, à mon avis, comprendre la raison pour laquelle... Oui, vous ne les aviez pas prévenus non plus que vous alliez vouloir prendre le contrôle de la société.
J'ai jamais demandé d'avoir le contrôle de la société, j'ai jamais visé à avoir 51%. Mais est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir de nouveau discuter et puis le temps aidant revenir à un accord avec Suez? Oui, vous savez, pour faire un accord, il faut être deux. Moi, j'ai toujours déclaré que je suis prêt à faire un accord si on reconnaît mon rôle d'entrepreneur. Si on ne le reconnaît pas, il n'y aura pas d'accord, mais il n'y aura pas de gestion de la société, parce qu'on ne peut pas gérer la société contre moi. Bien, alors, vous pensez donc qu'un accord est possible? Alors, oui, dans cette affaire, vous avez péché peut-être par, je dirais pas arrogance, mais par excès de facilité. Vous pensiez que ça allait être si facile que ça, ou bien? Non, moi j'ai péché pour avoir été trop gentil. Parce puisque de la part d'un financier, c'est possible. Oui, absolument. Et ça, c'était mon défaut et mon erreur. C'est-à-dire, je devais déclarer mes intentions après avoir acheté beaucoup plus de titres. D'ailleurs, je crois que c'est le seul cas dans le monde dans lequel quelqu'un a eu une majorité absolue comme Suez et ses alliés sans avoir fait une contre-OPA. Ce qui est objectivement un absurde, c'est-à-dire une OPA irrégulière contre une OPA régulière et transparente comme la nôtre. Mais ça va se régler dans le futur. Moi, je ne suis pas du tout préoccupé, je dois vous dire. Merci en tout cas de nous avoir répondu ce soir. Merci. On passe à la politique maintenant avec l'élection présidentielle à une semaine du premier tour. Barre, Mitterrand, Boussel, Lajoigny, Chirac en campagne. Et on commence tout de suite par M. Raymond Barre en visite dans son île natale, La Réunion. Olivier Lerner. Sur l'île de La Réunion, Raymond Barre n'est pas seulement candidat à la présidence de la République, c'est avant tout l'enfant du pays qu'on embrasse et qu'on tutoie. Un week-end en famille, en quelque sorte, passé à 10 000 km de Paris. Un Raymond Barre qui replonge dans son passé. 40 ans se sont écoulés depuis son départ de l'île. Raymond, Octave, Joseph a vu le jour à Saint-Denis, dans cette maison, où il est vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Et c'est aujourd'hui en conquérant qu'il revient sur ces terres pour solliciter le suffrage des siens. Mais il y a l'art et la manière de convaincre un Réunionnais de voter pour soi. Dieu sait si nous avons vu se déployer les manœuvres, les intrigues, les pressions, les intoxications, les manipulations. Eh bien voilà ce que je vais vous dire. Ôtez marmaille, laisse causer cette bande de sondeurs-là. Rappel azote que gros poisson y bec, toujours sur le tas. Mi compte sur vous autres comme vous autres ils peuvent compter sur moi. Tiens, beau serré. Tiens, beau serré. Point levé, c'est une première chez Raymond Barre. Les yeux écarquillés, certains cherchaient à reconnaître le petit Raymond, adolescent renfermé, studieux et sage qu'il fréquentait sur les bancs de l'école dans les années 40. Raymond Barre, comme un poisson dans l'eau, n'a pas promis ciel et terre aux Réunionnais. Pas question de céder à la tentation. Les Réunionnais n'apprécient pas trop la pêche aux voix, et ce, quel que soit le candidat. Version française, maintenant. Monsieur Jacques Chirac est élu aussi dans sa région d'origine, ou presque, puisqu'il a visité aujourd'hui les villes d'Aurillac et de Tulle. Le Premier ministre au champ, Laurent Boussier. Dès qu'il est dans l'avion qui le mène en Corrèze, Jacques Chirac n'est plus tout à fait le même. Décontracté, souriant, plaisantant même avec les journalistes, loin des contraintes officielles. Ici, il se sent chez lui, il parle de problèmes quotidiens, du désenclavement du Massif central. Il inaugure l'hôtel du département à Aurillac. Il décore Jean-Luc Joinel, ancien 3e ligne de l'équipe de France. Et il déjeune avec ceux qui, depuis 25 ans, sont ses compagnons de route. Des compagnons à qui Jacques Chirac a redit son attachement aux idées de liberté et son amour pour la France. Pas de petites phrases, pas de politique générale, mais plutôt une journée de pause entre deux meetings pour reprendre des forces physiques avant d'attaquer la dernière semaine du premier tour de l'élection présidentielle. François Mitterrand est élu cet après-midi dans la région parisienne, à Créteil, très exactement. Jacques Chirac rencontrait hier des basketteurs, c'était à Limoges. Eh bien, le président de la République s'est entretenu, lui, cet après-midi avec des footballeurs. Jean-Michel Mercurol. Rebondissement de grande ampleur ou petite fluctuation des sondages en fin de campagne, par précaution en tout cas, François Mitterrand multiplie sa présence sur le terrain. Aujourd'hui à Créteil, il dit simplement être venu voir des Français chez eux, voir leur façon de vivre dans ce qu'il pense être un exemple d'urbanisme en région parisienne. Je suis venu ici en dehors de toute campagne électorale. Ce n'est pas parce qu'il y a une campagne électorale que je vais m'abstenir d'aller voir mes amis.
Promenade de plaisir, utile en tout cas pour rencontrer des sportifs, des jeunes, des femmes, bref des électeurs. Pour le reste, François Mitterrand préfère dédaigner les attaques personnelles de ses adversaires et s'initier plutôt au lancer du frisbee sous l'œil attentif des caméras. Une balade, au total un peu plus mouvementée que d'habitude, accomplie aux côtés de Laurent Catala, le jeune maire socialiste de la ville. Il ne restait plus qu'à rencontrer la valeureuse équipe de foot de Créteil, celle qui a abattu le Matra Racing, preuve des vertus collectives quand on y croit, a commenté le candidat président. Polémique, le socialiste Michel Delbar accuse Jacques Chirac d'être prêt à faire rentrer les membres du Front National dans son gouvernement après en avoir repris les idées. Et Philippe Séguin, RPR, met François Mitterrand au défi de refuser publiquement les voix du Front National au deuxième tour de l'élection. Balade Lorraine pour le candidat sans doute le plus original de cette campagne, Pierre Boussel représentant le mouvement pour un parti de tous les travailleurs. Patrice Pellet. Vous dites partez, vous applaudissez, quand je baisse ma main, vous arrêtez d'applaudir, ok? Pour la campagne officielle, enregistrement d'une émission de Pierre Boussel. Pour Pierre Boussel, deuxième candidat de l'extrême gauche, la Lorraine est avec ses problèmes la région où les thèmes qu'il défend peuvent le mieux être compris. Le décor, une salle de restaurant, une trentaine de sympathisants sont là et autour du candidat, des mineurs animent le débat. J'étais en Lorraine parce que si en France toutes les régions se désertifient, la Lorraine est particulièrement servie. En effet, en Lorraine, la sidérurgie est quasiment anéantie. Les mines sont également en voie de disparition, comme elles le sont quasiment dans le Nord. J'estime pour ma part que ces problèmes doivent être exposés par les intéressés eux-mêmes, ceux qui savent, les élus, les militants, les délégués, ils connaissent particulièrement ces problèmes. Le plus discret, pour certains, le plus secret des candidats n'aiment pas les meetings. 3500 personnes dans plus de 22 villes ont pu l'entendre lors d'assemblées débats, un style qu'ils préfèrent. Pierre Boussel affirme n'être que le porte-parole d'un mouvement et souhaite que les électeurs ne votent ni sur sa personnalité, ni sur son nom. Enfin, duo anti-Le Pen sur la Canebière à Marseille pour Georges Marchais et le candidat communiste André Lajoigny. Henri Elie. Sous ce large parapluie noir, André Lajoigny et Georges Marchais. Le candidat est le véritable patron du PC. Côte à côte, sous une pluie battante, gagne le Vieux-Port entouré de leurs sympathisants et militants venus des 5 départements voisins. Entre Marseille et sa région et le Parti communiste, c'est une longue et passionnante histoire. Ensemble, nous avons tissé tant de liens au travers de 1000 combats pour la justice, pour la liberté et pour la dignité. Debout sur la Canebière, parapluie contre parapluie, ils écoutent le secrétaire général du PC dénoncer vivement le leader du Front National. Il répète odieusement que les immigrés sont responsables du chômage. Mais les immigrés sont moins nombreux qu'en 1974, alors que le chômage depuis a été multiplié par 4. À 8 jours du premier tour, ce rassemblement des communistes à la veille d'un autre meeting géant, celui du Front National, est une véritable démonstration de force, comme si les dirigeants du PC voulaient aujourd'hui apporter la preuve qu'ils pouvaient en faire autant que Jean-Marie Le Pen. À partir de ce soir, minuit, à une semaine donc tout juste du premier tour, la divulgation publique des sondages est interdite par la loi. Vous n'en entendrez plus parler donc. Le dernier sondage en date, celui de l'Institut Louis Harris pour le compte du magazine L'Express, provoque une protestation officielle de M. Raymond Barre. En effet, contrairement à d'autres qui le voient en remontée, celui-là le place au pourcentage le plus bas, 14,5% des voix, Paul Amar. Oui, on comprend que les baristes soient troublés quand ils ouvrent l'Express. Que lisent-ils effectivement? 14,5% d'intention de vote au premier tour, sondage Louis Harris. Quand ils épluchent Libération aujourd'hui, que découvrent-ils? 19% d'intention de vote, toujours au premier tour, sondage IFOP. Quant aux mitterrandistes, ils ont lu avec perplexité les résultats de 3 enquêtes d'opinion réalisées exactement les mêmes jours, le 8 et 9 avril dernier, je vous les livre. Premier tour, BVA Paris Match, 34%, Sofres Nouvel Observateur, 36%, Louis Harris L'Express, le 8 et 9 avril, 40%.
Je crois que dans ces conditions, il est sain que les sondages ne soient plus publiés à partir de ce soir minuit. Le trouble gagnerait aussi les téléspectateurs électeurs. Or, il vaut le mieux qu'ils votent en fonction de ce qu'ils verront et entendront cette semaine qu'en fonction de cette météo politique, quelquefois très variable. Alors, faut-il pour autant décider de brûler les sondages, Paul? Non, non, et si on le faisait, les premiers à protester, ce seront les hommes politiques qui sont atteints tout comme nous. Soyons francs, tout comme les journalistes, d'une véritable sondomanie. Je crois que la cure de désintoxication est même impossible. Il arrive quelquefois aux hommes politiques d'utiliser, à tort ou à raison, ces enquêtes d'opinion pour définir leur propre stratégie. Alors, les sondages sont donc tout de même un appareil de référence réel et bien valable. D'ailleurs, ils vont sans doute, sans qu'ils le disent, déterminer la manière dont les candidats vont conduire leurs dernières semaines avant le premier tour. Vous avez raison, c'est déjà fait. Leur attitude est dictée en grande partie par ce qu'on appelle les tendances lourdes qu'on observe dans les sondages. Et sur ce point, il faut être honnête, il faut le reconnaître, toutes les opinions, toutes les enquêtes d'opinion concordent. On retrouve la même tendance lourde, c'est l'ordre d'arrivée des candidats au premier tour. François Mitterrand arriverait en tête, devant Jacques Chirac, et Raymond Barre serait en troisième position. Du coup, François Mitterrand et Jacques Chirac se comportent déjà comme s'ils allaient s'affronter au deuxième tour. C'est ce qui explique le durcissement très perceptible dans les deux camps, chez les deux hommes, mais ils auraient tort d'oublier que l'élection présidentielle reste avant tout une course d'obstacles. Pierre Brest pourrait le dire aussi. Il y a encore une haie à franchir. Il y a d'abord une haie, c'est la première, c'est celle du dimanche 24 avril, dimanche prochain. Il devrait donc veiller à ne pas trébucher avant cette première haie. Merci Paul. Loin de ces préoccupations de l'élection présidentielle, le ton monte entre la France et le Canada à propos d'un dossier sur les zones de pêche et les quotas des pêcheurs de l'île française de Saint-Pierre-et-Miquelon en face des côtes canadiennes. 4 parlementaires français et 17 marins d'un bateau sur lequel ils se trouvaient et qui a été arraisonné par les gardes-côtes canadiens, eh bien ces parlementaires sont actuellement incarcérés à Terre-Neuve. Thierry Calmette. Arrêtez votre navire, arrêtez votre navire. La vedette des gardes-côtes canadiens tourne autour du Croix de Lorraine. À bord du chalutier, la preuve du délit, le chalutage de la nuit dans les eaux de Terre-Neuve. Arraisonnement par le canot de la police montée. Raidis contre le bastingage, les 4 élus de Saint-Pierre-et-Miquelon attendent leur arrestation. Depuis jeudi, les 17 hommes d'équipage et les personnalités politiques sont emprisonnés à Terre-Neuve. Le juge local recherchait le capitaine, tous, et lui y compris, proclamaient leur solidarité. Tous inculpés pour pêche illégale. Nous avons pu joindre cet après-midi le sénateur de Saint-Pierre à l'intérieur même du pénitencier de Terre-Neuve. On est au pénitencier de Saint-Jean de Terre-Neuve. Et on est venu nous chercher pour passer devant la cour. On devait passer devant la cour à 3 heures de l'après-midi. L'ambassade de France nous avait dépêché un avocat. Or, on nous a fait passer à la sauvette une demi-heure avant pour qu'on n'ait pas d'avocat. Et on nous a mis directement en prison jusqu'à lundi. On nous dit toujours le gouvernement français est ferme, on discute avec le Canada, mais vous comprenez que ça fait 12 ans que ça dure. Et nous n'arrivons pas à trouver d'issue. D'année en année, tous les gouvernements français ont reculé devant le Canada. Et maintenant, on en arrive, nous, à cette asphyxie économique complète, alors que nous sommes au bord d'une des régions les plus poissonneuses du monde. Le Quai d'Orsay a émis une vive protestation auprès des Canadiens. Les accords de 72 ne sont pas respectés. En ce moment même, l'équipage et les élus du Croix de Lorraine se trouvent devant le juge de Saint-Jean à Terre-Neuve. Une libération sous caution semble probable dans les heures qui viennent. Les 21 hommes ne risquent qu'une peine d'amende. Michel Droit, l'académicien et membre de la CNCL, la Commission nationale de la communication et des libertés, entendu hier soir par la police à propos de sommes qu'il aurait continué à toucher de la société de presse de Robert Hersant, en contradiction avec ses obligations de membre de cette commission. Interrogatoire également cet après-midi de Michel Droit par le juge Claude Grelier, cette fois-ci dans le cadre d'une autre affaire de passe-droit mettant en cause un collaborateur de la CNCL. 2 dépêches qui me sont parvenues pendant ce journal et que je me dois de vous donner. D'abord, la première nous parvient de Mulhouse. Une mutinerie a éclaté à la prison centrale d'Ensisheim dans le Haut-Rhin. Il y aurait plusieurs mutins, il y aurait même 2 personnes détenues en otage. Les mutins seraient porteurs de couteaux et c'est avec ces couteaux qu'ils menaceraient les otages. Et puis une autre dépêche, elle aussi dramatique, qui nous parvient d'Italie. Assassinat d'un sénateur démocrate chrétien près de Bologne cet après-midi. Le meurtre a été revendiqué par les Brigades Rouges dans un appel téléphonique. Monsieur Ruffi-Lillis, c'est ce sénateur démocrate chrétien, est un proche collaborateur de l'actuel Premier ministre, ou plus exactement pour l'Italie, du président du Conseil, Monsieur Cyriaco
d'Emita. Voilà, je n'ai pas d'autres informations pour l'instant. Le sport maintenant, avec essentiellement aujourd'hui le tennis, finale franco-française au tournoi de Nice. Potier demain contre Lecomte, deux gauchers face à face qui se sont qualifiés. Alain Vernon. Surprenante, la qualification de Jérôme Potier. 122e joueur mondial, ce sera sa première finale après avoir éliminé, excusez du peu, Tulane et Jimmy Arias l'américain. Contre Forget en demi-finale, Potier s'est montré puissant et agressif. Malgré le retour et une balle de 7 à 6-5 gâchée par Guy Forget, Potier l'emporte au tie-break sur sa régularité. Ça a failli basculer, le bras a beaucoup tremblé à 5-4, à 4-2. C'est dur, c'est la première fois que j'arrive aussi loin dans un tournoi. Pour moi, ça représente beaucoup de points, beaucoup d'argent. C'est pas facile de conclure. Henri Lecomte réalise lui aussi une performance en éliminant Chesnokov, 17e joueur mondial et vainqueur du tournoi d'Orlando. 4-6, 7-5, 6-3. Lecomte franchit le cap des 20 meilleurs mondiaux à l'ATP. Cela fait 6 ans qu'il n'a pas affronté Jérôme Potier. Voilà, rendons à César le commentaire qui lui appartient. Ce n'était pas Alain Vernon, mais Thierry Blanco. Voilà les résultats du tiercé d'aujourd'hui avant les pronostics. Vous allez voir ces résultats s'inscrire sur votre écran. Pour gagner, il fallait jouer le 9, le 12 et le 4. Et pour ce qui concerne le quartet, eh bien, il fallait y ajouter le 3. Ça, c'était cet après-midi. Quant à demain, eh bien, ça dépend en partie de Pierrette Bresse. Je suis très fière parce que je l'ai donné, le tiercé et le quartet. Mais ça ne m'étonne pas. Oh non, c'est pas toujours comme ça. Merci. Eh bien, demain, c'est sur l'hippodrome de Longchamp que ça se jouera, ce tiercé. Ça sera dans le prix André Carus, en hommage au créateur du tiercé. Il s'agit d'une très belle course à handicap qui se déroule sur 1950 mètres et qui a réuni un lot de vedettes du tiercé, puisque ce sont des chevaux âgés de 4 ans et plus qu'on a l'habitude de voir. La plupart d'entre eux ont déjà gagné leur course à tiercé. Mais enfin, demain, comme il s'agit d'une course à handicap avec la bonne répartition des poids, eh bien, ils ont encore beaucoup de chances de pouvoir gagner la course. Ça veut dire que la course sera encore très ouverte. Alors, pour vous aider à jouer, voici le pronostic que je vous propose maintenant. Avec en tête Machado, le numéro 1, suivi de Mondrian, le 9, Georgie's Hero, le 10, Sarbal, numéro 17, Loulou Goubinière, le 2, Clap&Sing, le 13, Prospect Future, le 8 et Danny Joe, le 14. 1, 9, 10, 17, 2, 13, 8 et 14. Merci Pierrette. Voilà, notre journal est terminé. Il y avait beaucoup d'actualités dramatiques aujourd'hui. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous détendre, mais nous conservons ces reportages pour les jours qui viennent et nous espérons pouvoir vous les diffuser quand l'actualité le permettra. Je sais que vous ne nous en voudrez pas. Le dernier journal, ce sera tout à l'heure Philippe Gassot vers 23h15 avec bien sûr les développements des différents pôles de l'actualité d'aujourd'hui. Eh bien, en attendant ce dernier journal, je propose de regarder maintenant Champs-Élysées avec Michel Drucker. Excellente soirée sur notre chaîne, j'en suis sûr. À demain 13h.